Le gâteau trônait intact au centre de la table, 40 bougies vacillant autour de moi comme autant d'yeux accusateurs. Les invités se tortillaient mal à l'aise, leur faux sourire s'effaçant à mesure qu'ils assistaient à la scène qui se déroulait. Mon mari depuis 15 ans se tenait devant moi, le bras enlaçant une femme que je n'avais jamais vue auparavant. 2 enfants s'accrochaient à ses jambes, me fixant avec curiosité. Tout le monde annonça David, la voix ferme comme s'il n'était pas en train de démolir mon univers entier lors de ma propre fête d'anniversaire. Je voudrais vous présenter Vanessa, ma femme depuis 3 ans, et voici nos enfants, Emma et Jacques. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce, le genre de silence qui résonne dans les oreilles et fait dresser les poils sur la peau. Je regardais les visages autour de moi, amis, collègues, voisins, tous témoins de mon humiliation. Certains savaient, je pouvais le dire à leurs regards fuyants. D'autres semblaient aussi choqués que moi. Mais ce que David ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais déjà découvert sa trahison des mois auparavant. Et ce soir n'était pas seulement ma fête d'anniversaire, c'était le jour du jugement. Nos regards se croisèrent à travers la pièce. Je souris, non pas le sourire brisé d'une femme dévastée, mais le sourire calme et connaisseur de quelqu'un qui détenait tous les atouts. Comme c'est gentil à toi de nous présenter enfin, dis-je en attrapant le couteau à côté de mon gâteau. Maintenant, permettez-moi de vous présenter quelque chose qui m'appartient. Que feriez-vous si toute votre vie se révélait être un mensonge ? Jusqu'où iriez-vous pour arranger les choses ? 6 mois plus tôt, j'avais tout. Du moins, c'est ce que tout le monde me disait. De l'extérieur, ma vie brillait comme un champagne coûteux, une carrière réussie d'avocate d'affaires, une belle maison coloniale en banlieue et un mari séduisant qui voyageait souvent pour son prestigieux travail de consultant. Après des années de lutte contre l'infertilité, nous avions finalement fait la paix avec l'idée de ne pas avoir d'enfants et avions embrassé notre liberté. Nous voyagions beaucoup, avions un large cercle d'amis et ne nous soucions jamais de l'argent. Tu as tellement de chance, me disait ma sœur Megan lors de notre déjeuner mensuel. David est une telle prise. Tu te souviens comme toutes mes amies étaient jalouses quand vous vous êtes mariés ? J'acquiesçai distraitement, poussant ma salade dans mon assiette. Dernièrement, quelque chose clochait. Les voyages de David étaient devenus plus fréquents, s'allongeant parfois sans préavis. Lorsqu'il était à la maison, il était distrait, vérifiant constamment son téléphone et prenant des appels dans une autre pièce. Terre à Elisa. Megan agita sa main devant mon visage. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Tu sembles à des millions de kilomètres. Juste le stress du travail, mentais-je. Nous gérons une grosse fusion. Mais ce n'était pas le travail. C'était le sentiment de vide grandissant dans ma poitrine chaque fois que David m'embrassait pour me dire au revoir, la façon dont ses yeux ne rencontraient plus tout à fait les miens lorsqu'il disait « je t'aime ». Des petites choses qui, ensemble, formaient une image que je n'étais pas prête à voir. Je rentrais chez moi après le déjeuner, empruntant la route panoramique à travers notre quartier aisé. Les maisons se dressaient fières et parfaites, cachant les secrets qu'elles renfermaient derrière leurs murs élégants. Tout comme mon mariage. Lorsque je me suis garée dans notre allée, j'ai remarqué que la voiture de David était là. Étrange, puisqu'il m'avait dit qu'il avait des réunions toute la journée. Je suis entrée discrètement, entendant sa voix provenant de son bureau à domicile. « Tu me manques aussi, ma chérie, disait-il. Oui, je sais, je vais trouver une solution bientôt. Embrasse les enfants pour moi. » Je me suis figée devant la porte, mon sang se transformant en glace. Des enfants ? Quels enfants ? Je t'aime Vanessa, plus que tout. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Je reculai silencieusement, me retirant vers ma voiture. Les mains tremblantes, j'ai démarré le moteur et conduit sans but précis, juste loin. La pluie a commencé à tomber, rejoignant les larmes qui coulaient sur mon visage. Avez-vous déjà ressenti ce moment où toute votre réalité se brise ? Que feriez-vous en premier ? Confronter le mensonge ou enquêter plus en profondeur ? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti chaque fois que nous publions des histoires aussi incroyables. On dit que l'ignorance est un bonheur, mais une fois que ce voile se lève, on ne peut plus revenir en arrière. La semaine suivante, j'ai joué la femme parfaite tout en devenant détective dans mon propre mariage. David est parti pour un autre voyage d'affaires, me laissant le champ libre pour chercher des réponses.
J'ai commencé par son bureau. Les endroits évidents n'ont rien donné, il était trop prudent pour cela. Mais au fond de son classeur, derrière des documents fiscaux vieux de plusieurs années, j'ai trouvé un dossier intitulé « Documents de propriété, Chicago ». Nous ne possédions pas de propriété à Chicago. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété pour une maison achetée il y a 3 ans au nom de David et de quelqu'un nommé Vanessa Collins, ainsi que des relevés hypothécaires, des factures de services publics et des formulaires d'inscription scolaire pour Emma et Jack Collins Harrington. Mon mari avait une autre famille, une autre vie, une autre femme. Je me suis assise sur le sol de notre chambre, entourée des preuves de sa trahison, me sentant étrangement calme. Les larmes avaient cessé, remplacées par quelque chose de plus froid et de plus concentré. Ce soir-là, j'ai appelé ma plus vieille amie Rachel. J'ai besoin d'un bon détective privé, ai-je dit sans préambule lorsqu'elle a répondu. Elisa, qu'est-ce qui ne va pas? Tout, ai-je répondu. Et j'aurais besoin de ton aide. 3 jours plus tard, j'étais assise en face de Thomas Chen, un détective à la retraite devenu détective privé, dans un café à 2 villes de chez moi. Madame Harrington, êtes-vous sûre de vouloir faire ça? A-t-il demandé après que j'ai expliqué la situation. Parfois, la vérité est pire que de ne pas savoir. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La vérité est déjà pire que tout ce que j'imaginais. Maintenant, j'ai besoin de preuves. Au cours du mois suivant, Thomas m'a envoyé des mises à jour régulières, des photos de David avec son autre famille dans une charmante banlieue de Chicago, des copies de leur certificat de mariage daté de seulement 2 ans après le nôtre, faisant de lui un bigame, les dossiers scolaires des enfants, des relevés bancaires montrant comment il détournait près de la moitié de ses revenus pour les entretenir. Le plus accablant était la police d'assurance vie désignant Vanessa comme seule bénéficiaire, une police d'une valeur de 2 millions de dollars. Il a soigneusement construit cette double vie pendant des années, a expliqué Thomas lors de notre dernière rencontre. D'après ce que je peux dire, aucune des 2 familles n'est au courant de l'existence de l'autre. Il a dit à sa famille de Chicago qu'il travaillait dans les ventes internationales, ce qui explique ses absences. Comment est-ce seulement possible dans le monde d'aujourd'hui, ai-je demandé. Les gens croient ce qu'ils veulent croire, a dit Thomas doucement. Et votre mari est exceptionnellement prudent. Il a maintenu des téléphones, des comptes courriels, des cartes de crédit séparées, tout. J'ai hoché la tête, rassemblant l'épais dossier de preuves. Merci. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Alors que je m'éloignais, Thomas m'a appelé, Madame Harrington, quoi que vous planifiez, soyez prudente. Je me suis retournée avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Oh, j'ai dépassé le stade de la prudence depuis longtemps. Confronteriez-vous immédiatement votre conjoint ou prendriez-vous le temps de planifier votre prochain mouvement? Quelle est la vengeance parfaite pour quelqu'un qui vous a volé des années de votre vie? La plupart des gens se précipitent sur la vengeance. Ils agissent dans le feu de l'action, font des erreurs, se laissent vulnérables. Je n'allais pas commettre cette erreur. Pendant 2 mois de plus, j'ai parfaitement joué le rôle de l'épouse inconsciente. J'ai accueilli David avec des baisers à son retour de voyage d'affaires. J'ai écouté attentivement ses mensonges sur les conférences téléphoniques et les réunions avec les clients, tout en démantelant secrètement notre vie ensemble, pièce par pièce. D'abord, les finances. En tant qu'avocate, je savais exactement comment me protéger. J'ai tout documenté, copié des enregistrements et systématiquement transféré mon argent sur des comptes auxquels il n'avait pas accès. J'ai consulté Bernard, le meilleur avocat spécialisé en divorce de mon cabinet, en lui montrant les preuves de la bigamie de David. C'est extraordinaire, a déclaré Bernard en examinant les documents. En toutes mes années de pratique, j'ai rarement vu un cas aussi clair. Il a commis de multiples crimes. Je ne veux pas seulement un divorce, ai-je expliqué. Je veux qu'il perde tout. Bernard a retiré ses lunettes, m'étudiant attentivement. Elisa, je comprends votre douleur, mais la vengeance apporte rarement la satisfaction que les gens espèrent. Ce n'est pas une question de satisfaction, ai-je répondu. C'est une question de justice. Ensuite est venu mon réseau de soutien. J'ai soigneusement choisi à qui en parler, ma sœur Megan, Rachel et ma collègue Julia, des personnes en qui j'avais entièrement confiance et qui pourraient m'aider dans ce que je planifiais. Je ne peux pas croire qu'il ait fait ça, s'est indignée Megan quand je lui ai montré les preuves.
Mon propre beau-frère vivant une vie complètement séparée pendant des années. Qu'est-ce que tu vas faire? Quel est ton plan? A demandé Rachel. J'ai exposé mon plan, observant leurs expressions passer du choc à une admiration réticente. C'est élaboré, a finalement dit Julia, et définitivement risqué. Penses-tu que ça va marcher? J'ai demandé. Elles ont échangé des regards avant que Meghan ne prenne la parole. Si quelqu'un peut réussir ça, c'est toi. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsque David a mentionné mon 40e anniversaire qui approchait. Nous devrions organiser une fête, a-t-il suggéré un soir. Quelque chose de spécial pour marquer l'occasion. J'ai levé les yeux de mon livre, le cœur battant la chamade malgré mon extérieur calme. Ça a l'air merveilleux. Pourquoi ne la planifies-tu pas? Invite tous nos amis, fais en une surprise. Il a semblé ravi de mon enthousiasme, ne remarquant pas le calcul froid derrière mon sourire. Des demandes spéciales, a-t-il demandé. Juste une, ai-je répondu. Je veux que ce soit mémorable, quelque chose que personne n'oubliera jamais. Jusqu'où iriez-vous pour exposer quelqu'un qui vous a trahi? Voudriez-vous un règlement de compte privé ou une humiliation publique? J'avais besoin de connaître mon ennemi. 3 semaines avant mon anniversaire, j'ai pris un jour de congé et je suis allée à Chicago. J'avais mémorisé l'emploi du temps de Vanessa grâce à la surveillance de Thomas. Le jeudi après-midi, elle faisait du bénévolat à la bibliothèque de l'école des enfants pendant qu'une voisine gardait ses enfants. Je l'ai trouvée exactement où je m'y attendais, en train de ranger des livres dans la bibliothèque joyeuse de l'école primaire. Elle était jolie d'une manière discrète, cheveux châtains attachés en queue de cheval, vêtements simples, maquillage minimal. Plus jeune que moi de peut-être 8 ans. Je me suis approchée d'elle directement. « Excusez-moi, êtes-vous Vanessa ?» Elle a levé les yeux avec un sourire amical. « Oui, puis-je vous aider à trouver quelque chose ?» En fait, je fais des recherches sur les familles à double carrière pour un article de magazine, ai-je menti sans hésiter. Un des enseignants a mentionné que vous seriez peut-être disposé à parler de l'équilibre entre la vie de famille et les déplacements professionnels de votre mari. Son visage s'est illuminé. Oh bien sûr, je serais heureuse de vous aider, même si je ne suis pas sûre que ma vie soit si intéressante. Nous nous sommes installés à une petite table dans le coin et j'ai allumé l'enregistreur vocal de mon téléphone d'un geste décontracté. Alors, parlez-moi de votre famille, ai-je lancé. Eh bien, il y a moi, mon mari David, et nos 2 enfants, Emma et Jacques, a-t-elle commencé, me montrant des photos sur son téléphone. David travaille dans les ventes internationales, donc il est souvent absent. C'est parfois difficile pour les enfants, mais on s'en sort. Comment vous êtes-vous rencontrés, ai-je demandé, maintenant mon sourire professionnel alors que mon estomac se retournait. Lors d'une conférence à Boston, il y a 4 ans, a-t-elle dit en rougissant légèrement. C'était tellement romantique. Il faisait une présentation et nous avons tout de suite eu un déclic. Il était en instance de divorce à l'époque. J'ai hoché la tête d'un air encourageant, luttant pour garder mon expression neutre. Divorce, bien sûr, c'est ce qu'il lui avait dit. Nous nous sommes mariés assez rapidement. Certaines personnes ont pensé que c'était trop rapide, a-t-elle poursuivi, mais quand on sait, n'est-ce pas? Absolument, ai-je acquiescé. Et il voyage combien de fois? Environ 2 semaines par mois, a-t-elle soupiré. C'est dur, mais il construit quelque chose d'important pour notre avenir. Il parle d'ailleurs de réduire ses déplacements bientôt pour pouvoir être plus souvent à la maison. Pendant qu'elle parlait, je l'ai étudiée. Il n'y avait aucune malice dans ses yeux, aucun indice qu'elle savait qu'elle faisait partie d'une tromperie dévastatrice. Elle était une autre victime, aimant le même homme menteur que j'avais autrefois aimé. J'ai terminé l'interview après 30 minutes, la remerciant pour son temps. C'était agréable, a-t-elle dit. La plupart du temps, je ne parle qu'aux enfants. La conversation avec des adultes est un plaisir. Alors que je m'éloignais, elle m'a appelé, je n'ai pas compris pour quel magazine vous écrivez. Mensonge mensuel, ai-je répondu sans me retourner. Ce soir-là, assise dans ma chambre d'hôtel, j'ai écouté l'enregistrement, les larmes finissant par percer mes défenses soigneusement construites. Pas pour David, j'avais depuis longtemps fait le deuil de lui, mais pour Vanessa et ses enfants, dont j'étais sur le point de briser le monde. Pendant un instant, j'ai envisagé d'abandonner mon plan,
de partir, de recommencer à zéro, de les laisser continuer dans l'ignorance. Puis je me suis souvenu de la police d'assurance vie avec son nom dessus, des années de mensonges, de l'avenir qui m'avait été volé. Non, il méritait de connaître la vérité autant que moi, et David méritait tout ce qui allait lui arriver. Préviendriez-vous l'autre femme avant de tout révéler, ou sa douleur est-elle simplement un dommage collatéral dans votre quête de justice? Mon anniversaire tombait un samedi cette année-là, parfait pour ce que j'avais prévu. David avait embrassé son rôle d'organisateur de fête avec un enthousiasme surprenant, confirmant mes soupçons qu'il voyait cela comme une opportunité. Notre grand jardin accueillerait environ 50 invités, des collègues de mon cabinet, des voisins, de vieux amis d'université et des membres de la famille. J'ai aussi invité quelques associés, m'a-t-il mentionné avec désinvolture pendant le dîner une semaine avant l'événement. Des gens que tu aimerais rencontrer, je pense. J'ai souri. Quelqu'un que je connais? Non, ils sont de mon bureau de Chicago. Tu les aimeras bien, par contre. Le bureau de Chicago, bien sûr. J'ai hoché la tête avec appréciation, cachant mon cœur qui battait la chamade derrière mon verre de vin. Il allait enfin fusionner ces deux mondes, mais pas de la manière dont il l'avait prévu. La veille de la fête, j'ai rencontré mes 3 confidentes pour la dernière revue de notre plan. Tout est prêt de mon côté, a confirmé Julia, me montrant les documents d'apparence officielle dans sa mallette. Bien que n'étant pas techniquement des documents légaux, ils semblaient suffisamment officiels pour nos besoins. Rachel m'a tendu une petite clé USB. La présentation est prête. Je l'ai testé sur le système de projection extérieure ce matin pendant que David était à la salle de sport. Et j'ai confirmé avec les invités spéciaux, a ajouté Megan. Ils arriveront exactement comme prévu. J'ai pris une grande inspiration, regardant ces femmes qui étaient devenues mon salut au cours des derniers mois. Merci à toutes. Je ne pourrais pas faire ça sans vous. Es-tu nerveuse? A demandé Rachel doucement. Non, ai-je réalisé avec surprise. Je suis prête à ce que ce soit fini. Cette nuit-là, David et moi avons dormi dans le même lit pour la dernière fois. Il a passé ses bras autour de moi, murmurant quelque chose sur le fait de rendre mon anniversaire spécial. Je suis restée éveillée, écoutant sa respiration régulière, me souvenant du temps où ce son avait été mon réconfort plutôt qu'un rappel de sa trahison. 15 ans de mariage, des années que je ne pouvais pas récupérer. Le matin est arrivé avec un temps parfait, ciel clair, température douce, brise légère, comme si même la nature approuvait ce qui allait arriver. Joyeux anniversaire, ma belle, a dit David en m'apportant le petit déjeuner au lit. Aujourd'hui va être incroyable. Ça le sera certainement, ai-je acquiescé, acceptant son baiser avec un sourire exercé. Ça le sera certainement. Quelle est la pire trahison que vous puissiez imaginer, et quelle serait la justice pour un tel crime? À 18h, notre jardin était transformé. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues aux arbres, illuminant d'élégantes tables drapées de lin blanc. Une petite scène abritait un écran de projection pour ce que les invités supposaient être un hommage touchant à mes 40 ans. Des serveurs circulaient avec du champagne et des amuse-bouches tandis qu'une musique douce jouait. J'avais choisi ma tenue avec soin, une robe cramoisie qui épousait ma silhouette, projetant la confiance et la force plutôt que de jouer la carte de la sympathie. Mes cheveux étaient relevés, des boucles d'oreilles en diamant, un cadeau de David pour nos 10 ans de mariage, captant la lumière à chacun de mes mouvements. Les invités arrivaient régulièrement, offrant des vœux d'anniversaire et des compliments sur le magnifique décor. David jouait parfaitement le rôle du mari dévoué, sa main reposant possessivement sur le bas de mon dos pendant que nous saluions tout le monde. Tu t'es surpassé, lui ai-je dit, sincèrement impressionné par l'élégance de la fête. Il rayonnait de fierté. Seulement le meilleur pour ma femme. À 19h30, j'ai remarqué que David regardait sa montre à plusieurs reprises, ses yeux se dirigeant vers l'entrée. Je savais exactement qui l'attendait. Tu attends quelqu'un, ai-je demandé innocemment. Juste quelques collègues en retard, a-t-il répondu en m'embrassant sur la joue. Pile à ce moment-là, Rachel est apparue à mes côtés. Elisa, il y a un petit problème avec le traiteur qui nécessite ton attention. Je me suis excusée, serrant le bras de David. Je reviens dans une minute, chérie. Derrière la tente du traiteur, Megan attendait avec Julia. Ils sont là, murmura Megan.
Ils sont arrivés il y a environ 2 minutes. Tout le monde est en position, ai-je demandé. Julia a hoché la tête. Bernard a l'équipe juridique en attente. Thomas surveille toutes les sorties. La police a été informée de s'attendre à une éventuelle perturbation, mais n'interviendra que si nécessaire. Allons-y, ai-je dit en redressant mes épaules. Nous sommes retournés à la fête séparément, nous fondant à nouveau dans la foule. Je me suis placé où je pouvais regarder David saluer ses collègues sans être immédiatement visible pour eux. Et les voilà. Vanessa avait l'air nerveuse mais jolie dans une robe bleue, tenant la main de 2 enfants bien habillés. Mon cœur s'est serré douloureusement à leur vue. La fille, Emma, avait les yeux de David. Le garçon, Jacques, son sourire. David les a embrassés chaleureusement, trop concentré sur sa propre performance pour remarquer le changement silencieux qui se produisait autour de lui alors que mes alliés mettaient les gens en position. Je me suis approché lentement, une coupe de champagne à la main, Rachel et Julia me flanquant à distance. David, ai-je appelé, ma voix portant clairement à travers la foule soudainement plus silencieuse. Tu ne vas pas me présenter tes invités ? Il s'est retourné, le visage composé mais les yeux méfiants. Elisa, ce sont mes collègues de Chicago, Vanessa Collins et ses enfants. Collègues, ai-je répété en tendant la main à Vanessa. Comme c'est intéressant. Je suis Elisa Harrington, la femme de David depuis 15 ans. La confusion a traversé son visage. Femme ? Mais David est divorcé depuis des années ? Sa voix s'est éteinte alors qu'elle nous regardait alternativement. C'est ce qu'il t'a dit, n'est-ce pas, ai-je dit doucement. Tout comme il m'a dit qu'il n'avait pas d'enfant et qu'il travaillait dans le conseil. Le sang s'est retiré du visage de David alors qu'il réalisait ce qui se passait. Elisa, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Je l'ai interrompu. Je ne suis pas d'accord. Je pense que ma fête d'anniversaire est le moment idéal pour la vérité. Tu ne trouves pas ? À ce moment-là, toutes les conversations s'étaient arrêtées. Chaque invité regardait le drame se dérouler. Qu'est-ce qui se passe, David ? A demandé Vanessa en serrant ses enfants contre elle. David regarda autour de lui désespérément, ne voyant aucune issue. Je peux tout expliquer. Je t'en prie, l'ai-je invité en faisant un geste vers la foule soudainement silencieuse. Nous sommes tous très intéressés par tes explications. Comment pensez-vous que quelqu'un réagirait lorsque sa double vie s'effondre autour de lui ? Avec colère ? Avec des excuses ? Ou avec des tentatives désespérées de reprendre le contrôle ? C'est un malentendu, a dit David, son charmant sourire maintenant tendu et désespéré. Elisa et moi sommes séparés depuis des années. Le divorce n'est tout simplement pas encore finalisé, pour des raisons fiscales. J'ai ri, le son semblant fragile dans l'atmosphère tendue. C'est ton histoire ? Intéressant, parce que j'ai nos déclarations d'impôts conjointes de l'année dernière juste ici. J'ai fait un signe de tête à Julia, qui m'a tendu un dossier. Et ceci, ai-je poursuivi, sont des documents de propriété montrant que David a acheté une maison à Chicago il y a 3 ans avec Vanessa Collins. J'ai posé les documents sur une table à proximité. Une maison qu'il a achetée alors qu'il était encore marié avec moi et vivait dans cette maison. Vanessa s'est avancée, le visage pâle. David m'a dit que son divorce était finalisé il y a 4 ans. Il n'y a jamais eu de demande de divorce, l'ai-je informé. Pas même une séparation. David et moi avons partagé cette maison, ce lit, cette vie continuellement pendant 15 ans. Un murmure a parcouru la foule. Le visage de David s'est durci alors qu'il réalisait que son échappatoire facile était impossible. Vanessa, prends les enfants et attends dans la voiture, a-t-il ordonné. C'est une sorte de blague malade. La seule blague ici, c'est combien de temps tu as cru que tu pourrais maintenir cette mascarade, ai-je dit, puis me tournant vers Vanessa, je n'ai appris ton existence qu'il y a 6 mois. Ton mariage, tes enfants, tout a été un mensonge. Vanessa regarda David, les larmes lui montant aux yeux. Est-ce vrai ? Es-tu encore marié avec elle ? Techniquement, oui, ai-je répondu. Mais. Techniquement, a-t-elle répété avec incrédulité. Nous avons un certificat de mariage. Nous avons des enfants. Ce qui fait de lui un bigame, ai-je souligné. Une infraction criminelle à la fois dans l'Illinois et ici.
Les enfants commençaient à s'agiter, la fille s'accrochant à la robe de sa mère tandis que le garçon regardait David avec confusion. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Ce simple mot, « papa », a envoyé une onde de choc à travers l'assemblée. Plusieurs de nos amis de longue date ont secoué la tête avec incrédulité. « Je pense qu'il est temps pour la présentation », ai-je annoncé en faisant un signe de tête à Rachel près du projecteur. L'écran s'est allumé avec un montage soigneusement édité, des photos de David et moi tout au long de nos 15 années de mariage, aux côtés de photos horodatées de David avec sa deuxième famille, des documents financiers montrant les virements d'argent, le certificat de mariage bigame, la police d'assurance vie. Pendant 3 ans, ai-je raconté pendant que les images changeaient, David a mené 2 vies complètes. 2 femmes, 2 maisons. Et il a financé cette tromperie avec de l'argent en partie gagné grâce aux relations de ma famille et en partie grâce à une fraude à l'investissement. À cela, David a relevé la tête brusquement. C'est un mensonge. Vraiment ? Bernard, voudrais-tu expliquer ce que nous avons trouvé ? Bernard s'est avancé, professionnel et autoritaire dans son costume coûteux. En enquêtant sur les finances de M. Harrington, nous avons découvert qu'il dirigeait un stratagème d'investissement en utilisant des clients à la fois de son entreprise légitime et d'entreprises fictives. Il promettait des rendements d'entreprise qui n'existent pas. C'était notre coup de maître. Au cours de notre enquête sur les affaires financières de David, nous avions découvert des preuves de véritables crimes financiers. Ce qui avait commencé comme une recherche de preuves de sa double vie avait révélé quelque chose de bien plus dommageable. Plusieurs de ces investisseurs escroqués sont ici ce soir, a poursuivi Bernard en désignant 3 hommes à l'air abasourdi près du fond, des clients que David avait personnellement invités, ignorant que je les avais déjà contactés avec des preuves de sa fraude. David s'est précipité vers moi, le visage déformé par la rage. Tu as planifié tout ça depuis le début. 2 agents de sécurité que Thomas avait embauchés se sont matérialisés instantanément, le retenant avant qu'il ne puisse m'atteindre. Oui, David, ai-je dit calmement, même si mon cœur battait la chamade. J'ai planifié tout ça, tout comme tu as planifié de jongler avec 2 familles indéfiniment tout en volant des investisseurs. Avez-vous déjà vu les mensonges soigneusement construits de quelqu'un s'effondrer d'un coup ? Que pensez-vous qu'il arrive à une personne à ce moment-là ? L'heure suivante s'est déroulée comme une danse de destruction parfaitement chorégraphiée. Pendant que David était retenu, Julia a distribué des paquets de preuves à des personnes clés, les victimes de la fraude, le frère de Vanessa, qui était arrivé pour la soutenir, et les 2 policiers qui se tenaient maintenant discrètement près de la sortie. Vanessa s'est effondrée sur une chaise de patio, ses enfants blottis contre elle alors qu'elle assimilait l'impensable vérité de sa vie. Je me suis approchée d'elle avec précaution, consciente de la douleur que je causais malgré le fait qu'elle soit autant une victime que moi. Je suis désolée que vous ayez découvert cela de cette façon, ai-je dit doucement, mais vous méritez de connaître la vérité. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes coulant sur son visage. Saviez-vous pour nous quand je l'ai épousé ? Non, l'ai-je assuré. Je n'ai tout découvert qu'il y a 6 mois. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'enfant et qu'il voyageait pour le travail. Je vous ai interviewé, ai-je admis, à la bibliothèque de l'école. Ses yeux se sont agrandis. L'article de magazine. Je savais que vous me sembliez familière. Puis, de façon inattendue, elle a ri, un rire court et douloureux. Mon Dieu, nous avons été tellement idiotes. Pas idiote, ai-je corrigé. Victime. Il y a une différence. Nous avons parlé pendant des heures, comparant nos notes sur l'homme que nous avions toutes les 2 aimé, les mêmes cadeaux d'anniversaire qu'il nous avait offerts à toutes les 2, les mêmes phrases romantiques, même certains des mêmes amis, des gens qui devaient être au courant des 2 familles mais qui n'avaient rien dit. Je n'arrête pas de me demander comment je n'ai pas vu ça, a avoué Vanessa. Il y avait des signes, des appels qu'il ne prenait pas en ma présence, des week-ends où il était injoignable. Je lui faisais juste confiance. Moi aussi, ai-je dit doucement. Pendant 15 ans. Avant de nous séparer, elle m'a pris la main. Merci. Non pas pour la façon dont vous l'avez fait, mais pour vous être assuré que je connaisse la vérité. Pendant ce temps, les problèmes juridiques de David s'accumulaient. La libération sous caution lui a été refusée en raison du risque de fuite, il attendait son procès depuis une prison du comté. Son avocat, un requin en costume coûteux, m'a contacté à plusieurs reprises au sujet d'un accord potentiel.
Il plaidera coupable aux accusations de fraude si vous ne poursuivez pas l'affaire de bigamie, m'a rapporté Bernard après une telle conversation. Il pense que cela réduira sa peine. Que recommandez-vous, ai-je demandé. Bernard a réfléchi. Les accusations de fraude sont plus graves en termes de peine. Ajouter la bigamie n'augmentera pas significativement sa peine de prison. Alors pourquoi s'en soucie-t-il autant? L'image, a expliqué Bernard. La fraude fait de lui un criminel en col blanc. La bigamie fait de lui un titre à scandale. J'y ai réfléchi pendant la nuit avant de prendre ma décision. Le lendemain matin, j'ai appelé Bernard. Dites à son avocat que j'accepterai à une condition, ai-je dit. David renonce à ses droits parentaux sur les enfants. Vanessa obtient la garde complète sans aucune possibilité qu'il la conteste plus tard. Bernard avait l'air surpris. Êtes-vous sûr? C'est le laisser s'en tirer à bon compte. Ce n'est pas à propos de lui, ai-je répondu. C'est à propos de ses enfants. Il mérite une rupture nette et une chance d'avoir une vie normale. 2 jours plus tard, Vanessa m'a appelé, la voix étranglée par l'émotion. Il a signé les papiers. Il a renoncé aux enfants sans se battre. Quelque chose en moi s'est endurci à cette dernière preuve du caractère de David. Même ses propres enfants n'étaient que des pions pour lui. Que leur direz-vous quand ils grandiront, lui ai-je demandé. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. La vérité, adaptée à leur âge. Que leur père a fait de mauvais choix qui ont blessé des gens, y compris eux. Qu'ils paient pour ces choix et que rien de tout cela n'est de leur faute. Cette nuit-là, j'ai enfin dormi sans rêver de David pour la première fois depuis des mois. Comment reconstruire sa vie après avoir découvert qu'elle était fondée sur des mensonges? Où retrouver la confiance? Mon 41e anniversaire est arrivé sans fanfare, exactement comme je le voulais. Pas de fête, pas de spectacle, juste un dîner avec mes amis les plus proches dans mon nouveau condo en centre-ville. L'année écoulée m'avait transformé de façon que je découvrais encore. Après avoir finalisé mon divorce, étonnamment simple compte tenu des circonstances, j'avais quitté le cabinet d'avocat d'affaires pour un poste dans une association à but non lucratif spécialisée dans l'aide aux femmes qui reconstruisent leur vie après un traumatisme. Le salaire plus bas signifiait déménager de notre maison de banlieue pour un condo moderne avec vue sur les lumières de la ville, un compromis qui ressemblait plus à de la liberté qu'à une perte. À de nouveaux départs, apporter un toast Rachel en levant son verre alors que nous terminions le dîner. Et aux vrais amis, ai-je ajouté en regardant le petit groupe qui m'avait soutenu à travers tout. Après le départ de tout le monde, je me suis assise seule sur mon balcon, observant la ville en contrebas. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Joyeux anniversaire Elisa. Je t'ai sous-estimé. Mon erreur. D. D'une manière ou d'une autre, il avait trouvé un moyen de me contacter depuis la prison. Je n'étais pas surprise. David avait toujours été débrouillard. J'ai supprimé le message sans répondre et bloqué le numéro. Il n'avait plus aucun pouvoir sur mes pensées ou mes sentiments. Son audience de détermination de la peine était venue et repartie, aboutissant à 12 ans pour les condamnations pour fraude. Je n'y avais pas assisté, ayant fait mes adieux à ce chapitre de ma vie. Le lendemain matin, j'ai rencontré Vanessa pour notre café mensuel désormais régulier. Elle et les enfants avaient déménagé dans sa ville natale dans le Michigan, où elle enseignait à l'école primaire et reconstruisait lentement sa vie. Emma a demandé pour lui hier, a-t-elle partagé en remuant son latte. Elle voulait savoir si les mauvaises personnes pouvaient redevenir bonnes. Qu'est-ce que tu lui as dit, ai-je demandé. Que chacun fait des choix chaque jour et que je crois que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Elle a souri tristement. Je ne sais pas si David changera un jour, mais je veux qu'elle croie en la rédemption. J'ai hoché la tête, comprenant sa sagesse. Comment vas-tu, vraiment? Certains jours sont plus difficiles que d'autres, a-t-elle admis. Mais nous allons bien. Les enfants sont résilients. Et je sors à nouveau avec quelqu'un, en fait. C'est merveilleux, ai-je dit, sincèrement heureuse pour elle. Et toi? Quelqu'un de spécial? J'ai secoué la tête. Pas encore. Je me concentre sur moi-même pour le moment, j'apprends qui je suis sans que David me définisse. Nous nous sommes séparés avec une accolade, quelque chose qui aurait semblé impossible un an auparavant.
Deux femmes liées par la trahison, mais refusant d'être définies par elle. Ce soir-là, j'ai reçu une grande enveloppe par la poste. À l'intérieur se trouvait un document légal. David avait signé la cession de sa part de notre portefeuille d'investissement, d'une valeur de près d'1 million de dollars. Une note était jointe: pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pas seulement de m'être fait prendre, mais pour ce que j'ai fait. Tu méritais mieux. David. Je me tenais dans ma cuisine, fixant son écriture familière. Était-ce des remords sincères ou une autre manipulation? Est-ce que cela avait encore de l'importance? Après mûre réflexion, j'ai transféré la totalité du montant sur un compte en fiducie pour l'éducation d'Emma et Jacques. David leur avait volé leur père, le moins que je puisse faire était de contribuer à assurer leur avenir. Alors que je regardais le coucher de soleil depuis mon balcon ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. La femme qui avait orchestré cette vengeance élaborée pour son anniversaire n'était pas la même femme que je devenais. Cette Elisa-là avait été alimentée par la douleur et la trahison, aussi justifiée que ses actions aient pu être. Cette Elisa, celle qui sirotait du vin et regardait les étoiles apparaître au-dessus de la ville, trouvait son chemin vers quelque chose d'autre. Pas le pardon exactement, mais peut-être la compréhension, et certainement la force. J'avais perdu un mari, mais je m'étais retrouvée dans le processus. Et cela, je l'ai réalisé, était la vengeance la plus profonde de toutes. Au fil des années, l'histoire de mon anniversaire est devenue une sorte de légende. Non pas les détails dramatiques de la trahison et de la révélation, mais la façon dont j'avais transformé ma douleur en objectif. Mon travail avec l'association à but non lucratif s'est développé. J'ai commencé à élaborer des programmes spécialement conçus pour aider les femmes à reconstruire leur vie après des trahisons personnelles massives, financières, émotionnelles, conjugales. Chaque cas était différent, mais le cœur du problème restait le même: se réapproprier son histoire. Vanessa et moi sommes restés en contact, bien que pas constamment. Nous nous envoyions des SMS pour les anniversaires, partagions des nouvelles occasionnelles sur nos vies. Ses enfants s'épanouissaient. Emma devenait une musicienne talentueuse, Jacques montrait des aptitudes en mathématiques. Ils connaissaient la vérité fondamentale sur leur père sans être consumés par ses erreurs. David a purgé 8 ans de sa peine de 12 ans avant d'être libéré sur parole. J'ai entendu par des connaissances communes qu'il travaillait comme comptable de bas niveau, ses anciens réseaux professionnels lui étant définitivement fermés. Le puissant était vraiment tombé. Mais ce n'était plus à propos de lui. C'était à propos de moi, de Vanessa, d'aller de l'avant. 5 ans après cet anniversaire fatidique, j'ai rencontré Michael, un veuf qui comprenait la complexité, qui avait sa propre histoire de perte et de renouveau. Notre relation était fondée sur la transparence, le respect mutuel et une compréhension partagée que la vie suit rarement le scénario que nous imaginons. Lors de notre première conversation sérieuse, je lui ai tout raconté sur David, sur la vengeance, sur mon parcours. Cela a dû être incroyablement difficile, a dit simplement Michael en me tenant la main. Ça l'a été, ai-je acquiescé. Mais je ne suis plus cette femme. Je suis quelqu'un qui a survécu, quelqu'un qui a grandi. À notre mariage, 2 ans plus tard, Vanessa était là, demoiselle d'honneur, une amie qui comprenait la tapisserie complexe de la survie. Emma, maintenant âgée de 16 ans, a joué un morceau de violon qu'elle avait composé elle-même pendant la cérémonie. La vie, j'avais appris, n'était pas une question de vengeance parfaite, mais de résilience parfaite. Que feriez-vous avec une seconde chance? Comment réécririez-vous votre histoire?